Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la nature, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. À partir de quand que je débarque dans mon 4 roues, moi, personnellement, je commence ma ligne d'odeur. Là. Fait que je vais prendre ma bouteille d'urine, puis à environ toutes les 10-15 mètres, je vais laisser aller une vaporisation. Hey Dave, ça n'a même pas de bon sens. Dans la grosse glace, ça travaille, on lui donne un petit peu d'air. Ah ouais. J'étais déjà un petit peu perplexe sur la qualité de flottaison. Mais là, on l'a fait travailler dans la glace en plus. Il n'y a aucun problème. On a joué au brise-glace. C'est n'importe quoi, cette machine-là. Très plaisant. Bonsoir et bienvenue à Loisirs chasse et pêche. Vous en êtes rendu compte, il y a un froid de canard dehors. Et avant même d'aborder les différents sujets de l'émission, je tiens à saluer nos courageux pêcheurs de dorés qui sont encore sur le fleuve et sur les grands cours d'eau. Également, qui parlent froid de canard, parlent sauvaginier et qu'eux autres ne sont pas à l'abri du vent non plus, hein, sur le bord du fleuve et des autres grands cours d'eau, à attendre patiemment après les passages de canards. Je vous admire, j'y suis pas. Je suis un petit peu plus frileux que la moyenne, je m'en rends compte d'année en année. Félicitations à ces courageux. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous parle de caméras de surveillance. On essaie pour vous les superbes véhicules Argo. On essaie un 8x8. On va jouer dans la boue, vous allez voir, c'était génial. On vous parle de véhicules à traction intégrale. Suzanne nous parle de Tuya Occidentalis. Vous voulez savoir c'est quoi? Attendez la chronique, vous allez le voir. Et Stéphane Monette nous parle de lignes d'odeur et de diffuseurs d'odeur. Quelques nouvelles et je débute avec Héritage Faune. Je fais une première parenthèse. Qu'est-ce que c'est qu'Héritage Faune? Vous savez, Héritage Faune, c'est la fondation de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. C'est la fondation par laquelle la Fédération passe pour accumuler des fonds, pour mettre de l'avant ce que vous connaissez comme étant les initiatives fauniques. Vous savez, on vous a fait quelques chroniques là-dessus, quelques beaux reportages au niveau des plans d'action qui sont mis en branle pour, par exemple, la reproduction de la perche chaude pour parer aux problèmes dans les cours d'eau québécois et différentes autres initiatives fauniques du type. Alors, c'est par cette fondation-là que la Fédération passe pour les mettre en branle. Alors, Héritage Faune tient son traditionnel souper bénéfice le 21 novembre qui vient. Sur place, il y a aussi un encan silencieux. Tout ça permet à toutes les années de ramasser beaucoup de fonds, quelques centaines de convives, un bon petit repas quai de service. Si vous n'avez pas déjà votre billet, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs ou sur Héritage Faune pour avoir les coordonnées, les appeler et vous procurer vos billets. Si vous êtes sur place, bien, je vous y verrai. Et une autre personne que vous allez voir là-bas qu'on connaît bien, Yves Wattier, un ami de la station, qui est de la Capitale Assurance Générale, qui va être le président d'honneur sur place. Héritage Faune fait aussi un appel à la population. Vous savez, dans les locaux d'Héritage Faune ou de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, il y a toute une collection d'animaux naturalisés qui est faramineuse. Si vous ne l'avez jamais vue, je vous invite à aller la voir. C'est à Saint-Augustin, donc très accessible. Et on tente d'agrandir cette collection-là du côté poisson. Alors, on demande à la population qu'il y aurait des poissons naturalisés dont ils pourraient se départir, de les remettre à la Fédération. Il va y avoir à ce moment-là un reçu d'impôt qui va être émis. C'est pas pour ça qu'on le fait, évidemment. C'est pour agrandir la collection. Les espèces particulières qui sont recherchées sont achigan à grande et à petite bouche, truite arc-en-ciel, la truite brune est recherchée. On recherche doré noir, esturgeon. On parle de perche chaude, la perche chaude qui est en difficulté, on veut la sauvegarder. Omble chevalier et brochet maillé. Sur ce, on doit se quitter le temps d'une première pause. Au retour, on parle de caméras de surveillance et des petites caméras Excel. Steve Courtois de SpyPoint, merci d'avoir répondu à mon invitation. Ça fait plaisir. Et cette invitation-là t'a été lancée pour une raison particulière. Moi, quand je me retrouve devant un présentoir de caméras de surveillance, j'en viens qu'à perdre mon latin tellement qu'il y a de modèles puis de technologies. Puis là, je dis, je connais l'expert, je vais le faire venir. Je veux que tu me parles un peu de ce qui est disponible sur le marché. Du moins, qu'est-ce qui est offert par SpyPoint? C'est vrai, des fois, ça peut être vraiment imposé à regarder, mais je vais faire ça vraiment simple. C'est vraiment pas compliqué. Ici, j'ai la BF8.
qui est un des modèles de base. Ça, c'est ce qu'on connaît. Je te dirais que les murs en sont tapissés là, de ce type de modèle-là. Ah, ça, on l'a partout dans pratiquement tous les magasins. Ce qui est intéressant de cette caméra-là, c'est comme si il y a 46 lumières d'aile noires. OK. Les lumières d'aile noires, maintenant, c'est ce que tous les chasseurs recherchent. La raison, c'est qu'il y a énormément de vols de caméra qui se fait. C'est qu'il faut ces DEL-là, quand ils vont prendre une photo le soir, sont totalement invisibles à l'œil nu. Contrairement aux DEL blanches, qui vont rougir quand on prend une photo. Donc, ce qu'on appelle, nous autres, l'infrarouge, c'est ce qui fait que mon marcheur est dans le bois, voit que c'est rouge par là, c'est intéressant, parce que ça vaut quand même une coupe de 10$. Hein? Oui, puis il y en a d'autres qui vont utiliser ces caméras-là pour faire de la sécurité aussi. Donc, on ne veut pas que les gens puissent les voir facilement. Ensuite, j'ai la BF10. Oui. La BF10, c'est pratiquement comme la BF8, mais j'ai 2 mégapixels de plus, donc une meilleure qualité visuelle. Mais en plus, j'ai un écran de visionnement à l'intérieur. Donc, je suis capable de voir mes photos directement sur place, ce qui peut être très pratique. Et je vois que j'ai accès tout de suite ici à un TV Out, ma carte de stockage aussi qui peut se placer ici, puis un écran de visionnement. Ça, c'est génial. Je te le dis sur place. Très pratique. Pas besoin d'attendre à la maison puis de tirer ma carte dans un laptop ou quelque chose comme ça pour le regarder. Puis ça, ces deux modèles-là, on pourrait considérer ça comme la base, mais c'est encore ce qui est le plus répandu, c'est ce que les gens achètent énormément. C'est ce que les gens connaissent le mieux. Ça doit représenter à peu près 75% du marché. Facilement. 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 Ensuite, j'ai la Tiny WBF. Tantôt, je parlais justement qu'il y avait énormément de vols de caméra. Oui. Ça, c'est la réponse au vol de caméra. Dis-moi pourquoi. Je peux mettre une caméra à 75 mètres de ma boîte noire ici. Donc, à chaque fois... Attends, ça veut dire que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça, c'est le récepteur de cette caméra-là. C'est en plein ça. Donc, à chaque fois que ma Tiny va prendre une photo, elle va l'envoyer dans mon récepteur. Hey, sais-tu que, première des choses, oui, ça veut dire que c'est capté loin de la caméra. Donc, si quelqu'un me vole la caméra, je peux publier sur Facebook c'est qui. Oui, dans la majorité des cas, c'est quelqu'un qu'on connaît. Bien, souvent l'entourage, du moins proche. Puis l'autre avantage qu'il y a aussi, c'est si je veux protéger ma saline, je ne veux pas mettre mon odeur, je peux aller voir mes photos sans m'approcher de mon site. Donc, on minimise les traces, on minimise l'odeur. C'est plein ça. Je me rends compte que celle-là est munie de 2 capteurs à l'avant. Oui. Ce qui devient intéressant. Eux autres, ils servent à réveiller la caméra, justement. Je m'approche de la caméra par le côté, je vais réveiller la caméra, donc le détecteur de mouvement du milieu va être plus rapide. OK. Donc ça, c'est son gros avantage. Ça fait comme la sortie du mode veille, elle est prête, puis quand on détecte, clac, ça y va. C'est en plein ça, donc on est sûr d'avoir le chevreuil. Ensuite, si j'ai la Smart, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec la technologie. Cette caméra-là, il y a 0 programmation, à part l'heure et la date, qui est quand même un standard. Quand j'ouvre ma caméra, j'ai juste 4 options. J'ai photo, vidéo, test, et j'ai finalement l'heure et la date. Si je la mets en mode photo, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est programmée pour prendre 2 photos à la minute. Donc, si jamais elle détecte un chevreuil, elle va prendre sa première photo, mais grâce à la technologie ITT, avant de prendre la deuxième photo, elle va vérifier. Y a-t-il encore quelque chose là? Oui, un chevreuil, je prends ma photo, sinon je ne prendrai pas ma photo. Je ne remplis pas ma carte pour rien, puis je vide pas mes batteries. Et combien de gars se sont ramassés avec une carte remplie de renards qui tournent alentour des pommes ou des carottes pour voir qu'est-ce qui se passe au bout de la ligne? Le bug qui a peut-être passé plus tard, tu le vois pas. Je me rends compte que le contrôle se fait par une roulette à l'avant, chose à laquelle on n'est pas habitué, mais qui semble assez simple, par exemple, au niveau programmation. Donc, l'accès est super facile. Oui. Puis de ce que j'ai pu voir, les programmations supplémentaires, si je veux en faire sur celle-là, se font sur un PC? C'est en plein ça. Il y a un petit programme qui vient automatiquement sur la carte. J'aimerais te faire remarquer, j'ai des DEL bleus au lieu d'avoir des DEL noirs. Des DEL bleus? Oui, exactement. C'est aussi invisible que les noirs, mais on a un 5 % plus de clarté dans les photos. Ça, c'est nice. Ça, c'est génial. Génial, parce que c'est un autre problème. Souvent, c'est que la photo est prise. On a un aperçu de ce qu'il peut avoir. Mais souvent, quand j'ai des appareillages à Blue Dell comme ça, qui me permettent de voir un champ un petit peu plus profond aussi, je me rends compte qu'il y a aussi 2 autres bocs un peu plus jeunes, plus loin, que je n'aurais pas vu avec quelque chose qui me donne moins de clarté. Et là, ça me semble presque pareil, à l'exception du fait qu'il y a plus de LED sur celui-là. Ça, c'est la plus grosse technologie qu'on a en frais de caméra. On parle d'une caméra cellulaire. OK. Très pratique. Ça veut dire que je peux mettre ma caméra en Abitibi, puis je vais être capable de voir mes photos à distance, de programmer ma caméra à distance. Cette caméra-là, on l'appelle la Mini Live 4G parce qu'elle utilise le système cellulaire 4G, donc une très grande rapidité d'action.
Donc, pour peu faire le importe où transfert. est-ce que j'ai de la couverture, puis là, je vois quelque chose en arrière, puis je vais aller vérifier. Génial. Justement, l'écran de visionnement, oui. Je peux visionner directement dessus. Évidemment, dès que j'ai de la couverture cellulaire, elle me donne un signal, elle peut m'envoyer l'information, donc ce qui est pris. Puis je peux aller l'interroger, je peux aller la setter. Si, par exemple, j'aurais pas de réponse, j'aurais pas de chevreuil qui passe dans le jour, je pourrais changer mes heures d'ouverture de caméra pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans la nuit. Question d'économiser aussi ma batterie. Je ne veux pas la laisser allumer 24 heures sur 24 Non. et me fier juste sur les lunes pour setter mes ombres, donc je peux aller corriger. Génial. Au niveau des caméras de surveillance, évidemment, je t'ai demandé en venant d'apporter tes caméras Excel. Notre Parce nouveau que- bébé. Ben oui, tu me disais qu'il y avait un nouveau modèle. Tout d'abord, la HD1 qu'on connaît est toujours disponible et toujours très utilisée. Oui. Qui est connue comme étant une bonne caméra et qui vient avec étonnamment beaucoup d'accessoires. Puis ça, c'est une lacune qu'on retrouve sur le marché. Tu achètes une caméra, ça paye déjà un coin de 300-400 $, et puis tu te retrouves à avoir à acheter pour un autre 150-200 $ d'accessoires pour utiliser ta caméra. Exactement. Mais là-dedans, tu viens avec quoi comme accessoire? Ça vient avec un support pour mettre après un arc. J'ai un support pour mettre après un télescope. J'ai un support frontal. J'ai un petit boîtier ici, Comme ça ici. exactement, qui me permet de mettre ma caméra dans l'eau. Je peux aller jusqu'à 50 mètres sans aucun problème. Donc, ça vient avec la batterie, ça vient avec un petit sac de voyage. J'ai même pas dit la moitié des accessoires. Puis on a deux modèles, on a la chasse et on a le sport. Le sport, c'est des accessoires totalement différents. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est que la personne puisse acheter la caméra puis se dire, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai pas besoin de tout racheter, j'ai pas besoin de racheter une batterie. Bien, c'est un gros avantage. C'est un très, très gros avantage. Exactement. Puis là, petite nouveauté, Oui. ça, c'est le dernier sorti. La HD2 de Excel, qu'est-ce qu'elle a de supplémentaire par rapport à la HD1? La HD2 va me permettre de zoomer jusqu'à 4 fois. Et en plus, la lentille, elle capture mieux la lumière. Donc, on a des images beaucoup plus claires dans la brûlante. On est d'accord que pour la chasse, c'est pas mal là qu'on Ben fait oui, nos bien prises. souvent, justement, à la brunante, on a notre animal qui sort du bois, on va aller chercher plus d'ouverture, me permet plus de lumière. Exactement. Donc, une belle avancée pour celle-là. Ça vient aussi avec une petite télécommande. Oui. Donc, c'est intéressant parce que je peux l'avoir d'installer un peu plus loin pour me filmer, par exemple, dans mon Mirador. Et quand vient le temps, bien, je peux la déclencher tout simplement et ça part à filmer. Je rapporte de très beaux souvenirs. Et de celle qui est placée Exactement. sur mon arc, par exemple, et de celle qui pointe vers moi sur le Mirador. Génial. Écoute, moi, j'ai envie de te réinviter un peu plus tard, soit en saison ou l'année prochaine. On va en reparler parce qu'il y a souvent des nouvelles technologies. T'es pas mal le gars qui peut m'apporter l'information là-dessus. Ça va me Donc, faire on se plaisir. reparle. Et je te remercie d'avoir été là. On se quitte, nous, le temps d'une pause. Après la pause, on va avec Dave Ouellet d'Univers Traction Sport essayer des argots. Aujourd'hui, à Loisirs Chasse et Pêche, on vous présente un véritable tank. Et pour ce faire, je suis avec Dave d'Univers Traction Sport. Yes, Comment ça va? Ça va très bien, toi, Martin? Ça va super bien. Dave, aujourd'hui, on parle du Argo. Et là, Argo, ça a toute une histoire. Puis dans le passé, là, ça n'avait pas la même réputation qu'aujourd'hui. Tu as bien raison. Ça fait 1967, justement, que c'est sur le marché. Fait que c'est sûr que ça a évolué comme toute chose. Mais là, je vous dirais que là, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est un 750 HDI, qui est une excellente machine rapport qualité-prix. Vraiment, là, une machine là, on va découvrir ensemble. C'est pas un brasse camarade comme c'était avant. Ça a évolué énormément. Exactement. Il n'y a pas de suspension encore là, mais par contre, tout est plus doux. La transmission est plus douce. Ça a vraiment évolué. La grosseur de pneus a augmenté. Fait que ça améliore le confort beaucoup. Tu t'adresses à qui comme clientèle quand tu vends un Argo? À qui tu vends ça, un Argo? Le gros de ma clientèle, on se le cachera pas, chasseurs-pêcheurs. Puis beaucoup de gens aussi, exemple des jeunes familles, ceux qui veulent avoir un véhicule pour se promener, s'évader, faire du plein air, parce que c'est un 6 passagers. Fait qu'à ce moment-là, toute la petite famille embarque, mais on n'est pas obligé d'aller dans la grosse misère puis dans les gros trous de boîte. Juste dans la neige avec les chenilles, là, l'hiver, là, c'est génial. Évidemment, le travailleur aussi, c'est un véhicule qui peut être un véhicule de travail. Oui, Une bonne capacité de remorquage, chargement, etc. avec oui, ça. exactement. J'ai beaucoup de compagnies, même de construction, les monteurs de ligne, tout ça, qui en achètent. Puis eux autres, pour faire ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment là, une machine, rapport qualité-prix pour eux autres, là, qui est vraiment génial. Mais généralement, quand ça répond aux besoins industriels, moi, en tant que chasseur, pêcheur, je devrais en avoir pour mon argent. Amplement. Avec les nouveaux chefs HD, les gros bearings qu'ils ont mis dessus aussi, ça l'a vraiment, ils ont renforcé la machine, puis pas juste un peu. Ils ont fait de quoi de très bien. Là, moi, je te propose quelque chose. C'est bien beau tout ça. Oui. Mais on va aller l'essayer sur Ben, le terrain. j'espère, on est là pour ça. Allons-y.
Dave, tu m'avais dit que ça virait sur un 17, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Oui, bien ça, c'est grâce à la nouvelle transmission Admiral à triple différentiel. Puis qu'est-ce qu'on a vu justement sur le lot, c'est qu'il y a un set de roues qui avance, l'autre recule. Fait qu'à ce moment-là, bien, le véhicule peut se revirer là, par lui-même. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Non, avant, il y avait des roues qui bloquaient au complet, soit d'un côté ou de l'autre. Fait que là, à ce moment-là, c'est avec la nouvelle transmission, c'est qu'on ralentit la vitesse de 70 d'un côté, ce qui fait qu'on est tout le temps 8 par 8, comparativement à avant, quand on se reprenait d'une côte, on tombait 4 par 8. Là, on a la version 750. Oui. Il existe d'autres motorisations que celle-là. Oui, exactement. Dans le fond, dans la gamme Argo, on a du 6 par 6 avec des 23 forces. On peut avoir le 8 par 8 avec un 23 forces, un Briggs Stratton refroidi à l'air, qui est un bon petit moteur fiable. Après ça, on a Kohler. Dans le Kohler, bien là, on a le 26 forces carburateur, puis le 31 forces injection. Puis dans le modèle, il y a un modèle vraiment plus commercial. Là, on peut avoir dans le XTD qu'on appelle, c'est un moteur diesel. Ah, tabarouette. Ouais. Au niveau de la traction, bien écoute, tu en as parlé, c'est 8 roues qui travaillent tout le temps. Ces pneus-là aussi, les chambres à air, c'est ça qui fait ta suspension, littéralement, parce qu'il n'y a pas de suspension après ça. Oui, exactement. Il n'y a pas de suspension sur un Argo. Dans le fond, c'est les pneus qui font la suspension. Fait qu'on peut mettre soit de 3, 5, 6 livres. C'est sûr que plus on baisse, on a un meilleur confort. Par contre, dans le gros rough, on a peut-être des possibilités de déjanter. Fait que je dirais à peu près un 5 livres, là, c'est vraiment la norme là, pour éviter les flats puis avoir quand même un confort. Capacité en termes de passagers? 6 passagers pour un 8 par 8 sur la terre, 4 passagers sur l'eau. Fait qu'on peut avoir quand même là, ben du monde ou bien du bagage. On a de l'espace. Dans l'eau, tu as 2 choix de propulsion, les pneus Oui. ou encore mettre un moteur. C'est ça. Les pneus, là, sur un cours d'eau, là, vraiment là, tranquille, on va rouler entre 4 et 5 km/h. Sinon, ben, on peut mettre un rack à moteur hors-bord, puis on met un hors-bord dans le fond. On peut mettre jusqu'à un maximum de 9,9 forces. OK. Mais un 4-5 forces, ça fait l'ouvrage. C'est là. amplement. Oui. On prend pas ça pour aller troller à grise, de toute façon. Ben, on peut. S'il y a de quoi, si le cours d'eau il est tranquille, là, il n'y a aucun serait problème. faisable. Ah, c'est beau là. On passe des journées, nous autres, des fois, à pêche là-dedans. Équipement de série qui vient, que j'achète mon Argo, ça arrive avec quoi? Parce que là, je vois, il y a un treuil, il y a un pare-brise. Est-ce que ça vient tout d'origine avec? Non, dans le fond, les équipements, c'est que l'Argo vient standard. Puis il y a tellement une panoplie d'accessoires, winch, un receiver de winch qu'on peut mettre la winch en arrière. Les chenilles, on a plusieurs choix de chenilles, pare-brise, wiper électrique, wiper manuel. Fait que les gens le personnalisent là, vraiment là, à leur guise. Puis j'en ai qui l'achètent équipé au complet, comme j'en ai d'autres qui le montent tranquillement pas vite avec les anneaux. Non, on va se ressouvenir dans l'arrière. Là. Non, on va être obligé de sortir la winch. Pas toujours facile d'estimer les trous de boue quand il y a de la glace sur le dessus. On s'est fait prendre un peu. On l'a sous-estimé. Ça paraissait plane, ça paraissait pas creux, mais c'était creux. Avec une bonne winch, derrière comme ça a sorti comme si de rien n'était. L'avantage de se promener avec des amis comme ça. Sinon, ce serait plus sur un arbre, tout simplement, avec la winch. On aurait sorti de là facilement. Très bon véhicule. Puis là, la winch, le treuil, il faut en parler. Ces véhicules-là, on l'a vu tout à l'heure, ça a quand même ses limites, mais une fois équipé d'un bon treuil, puis surtout quand on se promène avec d'autres Argos, on peut quand même faire un petit train. Là. Absolument, absolument. C'est que justement, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, ben, on s'accroche puis on donne un petit coup de main aux autres. C'est un véhicule qui passe vraiment, vraiment dans le rough, mais tout véhicule a ses limites.
Fait qu'à un moment donné, le treuil donne un petit coup de main. On va s'entendre, on aurait passé à la même place tout à l'heure avec un 4 roues, on n'aurait pas fait 6 pieds, on aurait resté pris là. Ça n'aurait pas été long. Vraiment pas mal. C'est génial, on continue notre essai. Oui, aucun problème. Dave, en termes de véhicules utilitaires pour la chasse, là, l'Argo, c'est une véritable bête. Je pense juste à amener mon matériel à mon point de chasse. Les pommes, exemple. Je n'avais même pas pensé à ça. Il y a de la place à l'arrière, ça peut loger beaucoup, beaucoup. Donc oui, aller porter mes pommes, ça peut faciliter la tâche à la place de tout attacher mes sacs tout le tour du 4 roues. Exact. Puis de rester pris avec toutes mes pommes. Parlant de chargement, la capacité de chargement de ce véhicule-là, ça ressemble à quoi? Oui, bien dans le fond, la capacité de charge, on parle de 1500 livres, OK, sur la terre, puis 1000 livres sur l'eau. OK? Fait que quand on parle de capacité, c'est vraiment incluant, stock, les occupants, tout ça. Mais quand même, 1500 livres, là, on est capable de mettre du stock là, en masse dans le véhicule, puis on a de la place. 2 occupants, la majorité des grosseurs de chevreuil qu'on peut trouver au Québec, en général, il n'y a pas de problème, à moins que tu tombes sur vraiment une bête incroyable. Oui. Au niveau de la capacité de remorquage, Oui, ça, c'est un véhicule, dans le fond, qu'on peut remorquer 1800 livres. OK? Ça, c'est vraiment, dans les spécifications. C'est sûr, quelqu'un qui met 1900 ou 2000 livres, là, quand la charge est vraiment bien setupée en arrière, il n'y a pas de problème. Donc, du début à la fin de ma saison de chasse, que je pense à aller m'installer, à amener mon Tristan, à amener mes parties pour monter ma cache, je peux tout amener ça. Mon nourrissage, mes installations de saline, mes réactifs, j'ai de la place pour mettre amplement de matériel. Puis en plus, j'ai un véhicule qui a une pesanteur qui me permet d'utiliser le treuil au maximum de sa capacité. Je me ramasserai pas avec un 4 roues qui va grimper dans l'arbre après le palan puis l'orignal qui va redescendre. Non, bien, son poids de 1260 livres, ça, à part les équipements, fait que, on peut calculer peut-être un 1400-1500 livres. Bien, justement, là, ça met du poids pour pouvoir là, jouer avec le treuil, là, puis vraiment l'utiliser là, à son maximum. En plus, le treuil là-dessus, c'est un hub, donc tu peux le débarquer, le rembarquer à l'arrière sans avoir besoin d'utiliser un renvoi vers l'arrière. En 1 minute, là, on les monte Quick Connect pour l'électricité. Fait qu'en 1 minute, le treuil est rendu dans le hitch en arrière, puis on est capable de swincher. Ou quand, des fois, on s'en va dans des places que c'est vraiment soit on peut beaucoup, ou qu'il y a des fois, le devant rentre dans la boîte, Oui. bien, à ce moment-là, on met le treuil en arrière. Tu le débarques, puis on Oui. est sorti de la boîte. Exactement. En termes de capacité au niveau du voltage, je parle d'appareillage électrique. Souvent, on a besoin d'ajouter d'autres appareils. Celui-ci est muni d'un régulateur de voltage. Oui, exactement. Et il y a d'autres choix. Oui, on peut avoir un alternateur aussi. Parce que quelqu'un qui va se mettre une chaufferette, qui va se mettre des lumières auxiliaires, après ça, il va travailler beaucoup avec la winch si vraiment il gratte. Fait qu'à ce moment-là, un alternateur, là, c'est pas un mauvais accessoire à mettre. Je t'arrête, tu peux avoir une chaufferette là-dedans? Absolument. Oui, puis je peux te confirmer, Martin, que sur la deuxième position, tu ne laisses pas là longtemps. Là. En termes de cage de roulement qui me permettrait de mettre un canot ou une chaloupe sur le dessus, il y a des choses qui se vendent? Absolument. C'est un système ropes qui est vraiment une structure de métal là, vraiment adaptée pour ça. Ce qui est plaisant, c'est qu'elle n'empêche pas de mettre le pare-brise puis le toit. Fait que quelqu'un qui veut mettre le tout au complet avec le système ropes, il peut. Puis quand tu parlais de fabriquer la cache, ce qui est le fun, c'est qu'avec on peut amener des 2x4, tout ça, on met ça sur le top du système rope, fait qu'on est capable de partir avec ça. Et puis si je veux pousser la note et aller à la pêche avec sur le lac, partant d'où évidemment, on n'ira pas dans la grosse vague avec, bien je peux le faire, embarquer tout le monde puis pêcher un petit peu. Oui. Oh, oui. C'est génial. Ouais. Ce qui est plaisant, c'est qu'on arrive sur un lac, ça ne mord pas besoin de remettre ça se débarquer ça du canot, mettre ça sur le 4 roues. On rentre nos cannes à pêche, on starte le moteur, on s'en va, on tire ça à l'eau, puis c'est vraiment un beau produit, puis que les gens puissent le découvrir. Des fois, les gens ne savent pas c'est quoi vraiment. Fait que qu'ils viennent le découvrir, puis on est là pour ça. Cadillac, tu peux même avoir le chauffage là-dedans, pensez-y. Ah, lâche-les pas. Donne bien. C'est hot, ça. Wouhou!
passer. Hey Dave, ça n'a même pas de bon sens. Dans la grosse glace, ça travaille, on lui donne un petit peu d'air. Ah ouais. J'étais déjà un petit peu perplexe sur la qualité de flottaison. Mais là, on l'a fait travailler dans la glace en plus. Il n'y a aucun problème. On a joué au brise-glace. C'est n'importe quoi, cette machine-là. Très plaisant. Très plaisant et très efficace. Ah oui. Hey Dave, sérieusement, là, tu viens de faire ma journée. Là, j'ai eu du gros fun noir. Puis t'as-tu vu l'épaisseur de glace quand même? Sérieusement, pas loin d'un 3/4 de pouce. Quand on dit que c'est des véhicules tout-terrain, je pense que là, on a quand même la preuve. Là. Puis on n'avait pas nos crampons, là. Mais véhicule tout-terrain, véhicule toute saison aussi. Oui, multipassagers, tout-terrain, toute saison. Fait qu'il n'y a pas une journée dans l'année. Un coup qu'on met des chenilles sur un Argo, il n'y a pas une journée dans l'année qu'on ne peut pas s'en servir. On s'en sert quand on veut, peu importe. Chenille ou encore une pneumatique plus agressive que celle qu'on avait aujourd'hui? Ouais, ben c'est ça. Pour la grosse terre, la grosse tourbière, avec les pneus Aquatorque, vont vraiment faire l'ouvrage. Mais les chenilles pour l'hiver, on n'a pas le choix. Quand même qu'on a les meilleurs pneus du monde, l'hiver, ça prend des chenilles. Quelque chose qu'on n'a pas parlé pour traîner les armes avec nous. Traîner les armes de façon sécuritaire. Il y a plusieurs types d'outils qui se font, des étuis qui se font pour mettre sur le véhicule. Oui, on a justement un nouveau. On peut mettre 4 carabines, puis le rack est vertical. Fait qu'il n'y a pas de danger d'accrocher les armes là, avec les branches qui dépassent. Ils sont vraiment verticales à l'arrière du dossier. Puis j'en ai d'autres aussi à l'horizontale à l'arrière du dossier, mais le nouveau vertical, là, il est génial. Les gens l'aiment beaucoup. C'est sécuritaire. Sécuritaire pour nous, puis sécuritaire pour ne pas briser l'arme non plus. Oui, exact. Moi, je connaissais strictement que l'ancienne génération d'Argo. Aujourd'hui, tu m'as donné la chance d'essayer celui-là. J'ai apprécié, j'ai eu énormément de plaisir. C'est un véhicule c'est un tank, littéralement. Ah, carrément. Pour ceux qui ne l'ont pas essayé encore, l'Argo, c'est possible de le louer chez toi. Oui, exactement. Dans le fond, celui-là que j'ai en location, c'est un 750 HDI, un 2014 ou 2015, tout dépendamment. Puis les gens peuvent le louer demi-journée, journée, fin de semaine, mois. Puis j'ai la location d'une remorque aussi, soit une flotte de 20 pieds, que les gens peuvent en embarquer un ou deux, ou sinon, ben, j'ai une remorque fermée aussi, là. Fait que c'est offert aux clients. Bien là, ce qui devient intéressant, c'est que lorsque je me rends sur mon territoire de chasse, si j'ai besoin d'un véhicule comme celui-là, je t'appelle, on fait la transaction, je passe le chercher, il est déjà strappé sur la remorque, je pars avec ça, je te le ramène. Et puis si j'ai pris la piqûre, bien, tu peux même me convertir mon montant de location sur mon achat. Sur le prix d'achat, exactement. Fait que quelqu'un qui l'a loué pendant notre fin de semaine, qui adorait ça, bien, il vient, on oublie le contrat de location. Fait que, à ce moment-là, les gens l'achètent. Puis il faut le découvrir. Il faut se donner la peine de dire, crème, je pense que je veux donner un coup, je veux le découvrir, puis le faire découvrir aussi à la petite famille, tout ça. Puis les gens vont s'apercevoir que c'est une run qui est très plaisante. Puis il y a une association, Sentier 6x6. Fait que c'est pas juste d'aller à la chasse à la pêche. Il y a des randonnées, on est une dizaine, quinzaine de personnes, toutes des maniaques d'Argo. Fait qu'on a du fun, là, tout le monde ensemble. Bien, du fun, on en a eu aujourd'hui. Yes! Des Ouellette, Univers Traction Sport, un gros merci. Merci à toi, Et Martin. ce n'est que partie remise. Yes! Ce reportage vous a été offert par Univers Traction Sport. Évadez-vous à bord de l'un de nos véhicules. Pierre Tremblay, comment vas-tu? Très bien, Martin. Et toi? Ça va super bien, mais il y a de la neige. Tu parles d'une surprise. Mais ça a été très, très, très subi cette année. Je parlais en début d'émission, entre autres, de nos chasseurs de canards qui sont sur le bord du fleuve. Écoute, tout ce monde-là ont à prendre la route aussi. Puis toi, la première chose que tu m'as apportée, j'ai dit, Pierre, il y a de la neige. Mais oui, mais Martin, arrive en ville, on est en 2014, j'ai des tractions intégrales plein la cour. Exact. Alors, c'est plein la cour. Écoute, je suis marchand de pneus aussi. Je peux te dire que c'est la cohue et les gens se sont fait prendre par surprise. Les concessions sont sur le bord du fleuve, alors je comprends très bien ce que tu dis pour les chasseurs de sauvagines. Il y a du vent sur le bord du fleuve, puis oui, effectivement, écoute, on est dans un pays où ça prend des bons pneus, puis ça prend des véhicules à traction intégrale. Puis dans la traction intégrale, tu sais, dans le passé, on se fiait aux fabricants traditionnels qu'on connaissait pour leur traction intégrale. Arrivant en 2014, c'est plus vrai que ces gens-là ont la tête, ont la pôle. On retrouve cette qualité de traction intégrale-là dans tous les produits que tu vends de ton côté. Puis
c'est un amalgame quand même super intéressant de véhicules, certains qu'on connaît moins, qui sont munis de traction intégrale. Oui, on connaît les Jeeps, ça va. Ah oui. Alors, un Jeep, c'est un Jeep. En anglais, c'est Only in a Jeep. Alors ça a toujours existé. Tu sais, Martin, la qualité de nos véhicules depuis 5 ans s'est améliorée tellement et énormément. Alors, d'ailleurs, c'est nous qui vendons le plus de voitures au Québec et au pays. Là. C'est formidable de voir ça aller. Et évidemment, on n'a pas que les Jeeps. C'est ça qui est plaisant. Évidemment, on a le RAM, qu'on connaît le RAM, pour chasseurs, pêcheurs et pour les gens qui en ont besoin. Mais on a aussi quelques surprises qui sont plus méconnues, entre autres la Dodge Journey, qui se fait effectivement un véhicule à traction intégrale en version 7 passagers. Écoute, tout équipé. On peut avoir le cuir qui est à l'intérieur, caméra de recul et tout et tout. C'est un véhicule vraiment exceptionnel. Je ne voudrais pas non plus oublier la Chrysler 200 2015 qui vient d'arriver, qui est aussi en traction intégrale. Mais on s'entend qu'étant une berline, il y a peut-être moins d'espace, effectivement, mais le Journey est très surprenant. Écoute, petit bijou caché, tu le disais, hein? Si on parle d'un véhicule qui peut m'offrir beaucoup de possibilités, que je sois avec la famille en train d'aller chercher l'épicerie ou en train d'aller chercher mon chevreuil, de véhiculer mon stock de pêche, mon stock de chasse, j'ai la place, puis je me retrouve avec un véhicule qui, au niveau du budget, peut être très surprenant aussi, parce qu'à petit budget, je peux l'avoir très bien équipé. Tout à fait. Écoute, on peut pas... Un Journey, on ne pourra pas payer plus qu'en peut-être 36 ou 37 000. Puis actuellement, on a des 2014. On peut sortir ça là, avec un V6 Pentastar, le même moteur qu'on a dans nos caravanes, le même moteur V6 qu'on utilise dans nos Grand Cherokee, le même moteur V6 qu'il y a dans nos Ram V6, accouplé avec la traction intégrale. Puis on va sortir ça autour de peut-être 32 33 000 absolument tout équipé, en version 7 passagers. Les DVD à l'arrière, écoute, si on veut moins que ça, évidemment, on va payer moins cher que ça. Mais c'est un véhicule qui existe depuis 2009 et qui a été complètement refait depuis 2011. Et ce qu'était le Journey du départ versus ce qu'est le Journey de maintenant, il y a un monde intérieur, Martin, est absolument splendide. La luminosité à l'intérieur, tous les accessoires, toutes les façons de faire. Alors, je me tentais de te présenter, de te parler ce soir de ce véhicule-là. Ben oui, parce que, écoute, tu t'adresses vraiment à la famille d'aujourd'hui, tu t'adresses à la réalité d'aujourd'hui. Puis on parle quand même d'un véhicule à prise constante au niveau de la traction. Ouais. Et souvent, quand on parle de véhicule à prise constante comme ça, les gens réfèrent tout le temps à l'hiver. Mais oui, mais on est des gens de plein air. On est loisirs, chasse et pêche. Il y a des chasseurs, il y a des pêcheurs, mais il y a aussi des randonneurs. Et tous ces gens-là ont, un jour ou l'autre, à prendre les sentiers forestiers. On veut monter dans les montagnes. Une prise constante, là, pas seulement lorsqu'on escalade, mais d'autant plus lorsqu'on redescend une montagne. Ça offre une sécurité pour cette petite famille-là là, qui n'a pas de pareil. C'est bien dit, Martin. Écoute, pensons à la pluie l'été. Alors, c'est à l'année. Hein? C'est oui hors sentier, c'est oui sur la route, c'est oui sur l'asphalte mouillé. L'hiver, on s'entend. Écoute, le message, en fait, que j'espérais lancer, c'est que de nos jours, on a chez nous des véhicules qui n'ont rien à envier à aucun autre véhicule qui est existant depuis longtemps avec traction intégrale. Et évidemment, il faut que les gens les essaient, il faut que les gens les voient. Mais moi, je persiste à dire et à croire toujours que le Dodge Journey et RT à traction intégrale est un des bijoux, un des secrets les mieux gardés de l'industrie automobile. Écoute, moi, j'ai l'occasion d'en essayer plusieurs de tes véhicules parce que tu me les prêtes lorsqu'on s'en va au loin pour aller pêcher, aller chasser encore. On a le loisir d'y aller avec des véhicules dans lesquels on est bien, des véhicules flambant neufs. C'est, je pense, la clé du succès là-dedans pour la famille, pour la personne qui est en acquisition, c'est d'aller les essayer. Puis dis-moi, on est tout près, on va franchir le cap de 2015. Moi, je m'attends généralement chez les concessionnaires, lorsque je franchis un cap annuel comme ça, à retrouver des bons deals dans les véhicules de l'année qu'on quitte. Est-ce que c'est encore vrai, ça? C'est encore vrai. Évidemment, à chaque année, s'il n'y avait pas ces bons deals-là, on resterait pris avec ces véhicules-là éternellement. Je dis toujours qu'on n'a jamais enterré un, donc on a toujours réussi à les vendre. Alors oui, c'est le temps de profiter effectivement de ces bons deals-là au niveau de la gamme de 2014 qui reste, et il en reste chez les concessionnaires. Alors, ça existe, c'est le temps d'avoir des aubaines sur ces véhicules-là. 2015, on est quand même, nos véhicules sont arrivés, on est tous là, et puis il y a déjà de très belles promotions. Alors, que les gens viennent voir ça, essayer. Puis c'est le temps d'essayer aujourd'hui compte tenu de la température. Alors, on est capable de trouver avec des conditions
exécrable, on peut dire. oui, comme mais c'est le bon temps de l'essayer. C'est le temps de l'essayer. C'est le temps de l'essayer, souvent de se faire accompagner aussi dans notre essai. Souvent, les gens veulent partir seuls, mais d'être accompagné par un conseiller et de dire, justement, on est dans une condition pitoyable comme ça au niveau de la route et de se permettre peut-être de peser un petit peu plus dessus pour voir comment ça réagit. C'est le temps. Du moins, moi, je vais aller te voir. J'ai quelques petites choses à aller essayer chez vous. Je te remercie d'avoir été en studio ensemble. Ce n'est qu'un au revoir de notre côté. Merci, Martin. On doit se quitter le temps d'une pause. Au retour de la pause, on parle avec Stéphane Monette. On parle de quoi? Ligne d'odeur et diffuseur d'odeur. Partez à l'aventure en toute sécurité avec le groupe JD de Bois-Châtel, à 1 minute de Québec. Stéphane, un des plus gros défis, sinon le plus gros défi d'un chasseur, c'est d'amener le gibier à portée de tir. Exact. C'est-à-dire près de où est-ce que lui est installé. Parce Exact. que tu peux pas arriver d'une forêt de 500 km², t'asseoir dans une cache, rien faire, puis penser qu'ils vont passer là. Exact. Puis ça s'appelle travailler des lignes d'odeur, travailler Oui. des stations d'odeur. Exact. Puis, c'est les deux techniques les plus faciles à exploiter en autant tu respectes bien les règles de base. Qui sont? Donc, bien, la première chose, c'est si tu fais une ligne d'odeur, tu vas la travailler avec une urine de femelle. Oui. Fait que là, on va prendre, dans le cas ici, on a de l'urine de femelle orignale synthétique. Naturellement, on va mettre les phéromones dedans pour la rendre très, très, très attrayante. Oui. Fait qu'on va commencer avec ça. Donc, à partir de quand que, mettons, par exemple, je débarque de mon 4 roues ou je débarque de mon camion, je vais me préparer, puis là, je pars, je m'en vais à mon site de chasse. Moi, personnellement, je commence ma ligne d'odeur là. Peu importe. Tout de suite en débarquant Tout de du suite 4 en roues. débarquant, parce que tu sais, comment de fois, Martin, c'est arrivé que tu reviens de la chasse, puis tu dis, ben tabarouette, ils ont marché en entour de mon truck. Oui, oui. OK? Ils sont venus voir. Ils sont venus voir. Fait à partir de là, depuis ce temps-là, je prends plus de chance. Fait que je vais prendre ma bouteille d'urine, puis à environ toutes les 10-15 mètres, je vais laisser aller une vaporisation. Pas 10, pas 12, pas 3, pas une. Oui, il ne faut pas exagérer non plus. Exactement. Puis en plus, le synthétique, il a la faculté d'être beaucoup plus concentré. Puis les phéromones ne demandent pas plus d'application que ça. Fait que là, tu pars de ton point A, qui est, mettons, ton camion, et là, tu vas te rendre. Que tu marches 5, 10, 15, 20, 1 heure de temps, à toutes les 15-20 mètres, un spray. Puis tu vas le laisser. Puis un spray. Jusqu'à temps que tu arrives à ton point de chasse. Si c'est sur une saline, si c'est sur un site d'appâtage, là, on va arriver, puis là, on va prendre la station d'odeur que tu as dans tes mains. Oui. C'est celle-là qu'on va faire. De cette façon-là, avec la corde qu'on va insérer directement à l'intérieur d'une bouteille d'eau. On prend une bouteille d'eau qu'on a utilisée. On va avoir un tampon à l'intérieur. Puis c'est cette urine-là qu'on va vaporiser, OK, qui va laisser. Dans la station d'odeur, 3-4 sprays maximum. Pas plus que ça? Pas plus, parce que ce qui arrive, c'est que toutes tes phéromones, toute ton odeur va remonter en haut, va remplir la cavité de la bouteille. Puis là, ça va s'écouler tranquillement dans l'air. Puis là, tu vas avoir une dispersion égale. Ce que ça fait en plus, c'est que vu que tu es dans une bouteille, quand le vent, la pluie va arriver dessus, ton odeur va rester beaucoup plus longtemps. Puis ça va être beaucoup plus... Exactement. Ce qui est très important, par exemple, on a fait exprès pour la chronique pour faire des erreurs. Je t'ai demandé, c'est toi qui vas être le cobaye des erreurs. Tu as vu que tout le temps, j'ai tout le temps des gants, j'ai tout le temps mon masque, que quand je vais arriver à ma station d'odeur, puis que je vais vaporiser, je vais la mettre sur ma bouche pour empêcher mon émanation de ma bouche, l'humidité de ma bouche d'aller se déposer là et de rendre mon gibier craintif quand il va venir sentir mes phéromones. Par contre, toi, si tu le fais avec tes mains, jamais utiliser nos mains. S'il y a de quoi pendant qu'on l'a bâti, puis même moi, quand je l'ai faite, j'ai fait exprès pour faire une erreur de ne pas avoir de gants avec, mais normalement, tu vas tout le temps mettre des gants propres. On vient carrément contaminer. Exactement. Là, on a... Écoute, si je refais la route, là, tu sais, le chevreuil l'orignal, par curiosité, Exact. ils ont entendu un véhicule, ils vont venir sniquer d'une façon ou d'une autre, peut-être à 15 pieds, peut-être à 100 pieds. Exact. Il y a une odeur qui leur rentre dans le nez avec la ligne d'odeur que tu as commencé à faire. Je les amène. Exact. Là, tu vas les intéresser, comme tu dis, une fois par la curiosité. Exact. Puis l'autre fois, bien là, il va dire, oh, attends un peu, il y a une odeur qui est intéressante. En plus, il y a des phéromones à l'intérieur, ce que normalement, ils n'ont pas, parce que à l'état naturel, les phéromones restent vivantes 4 à 6 minutes. À l'intérieur de ça, tu en as pour à peu près 24 heures. Oui. Donc là, il va dire, wow, je t'ai vraiment manqué quelque chose. Et c'est là que tu vas l'intéresser à ta ligne d'odeur. Puis quand il va arriver, puis qu'il va avoir une grosse concentration parce que ta bouteille va laisser aller, OK? Tout le secteur va être imprégné de phéromones. C'est là que ton mâle va venir sentir puis il va comprendre.
On a des vidéos qu'un orignal se couche carrément en dessous de la bouteille Oui, il attend. parce qu'il pense que Jeannie va sortir de la bouteille parce qu'elle se posait être là-dedans. Mais tu sais, ça prouve que la façon de faire, elle est simple, mais il faut la respecter. Faire attention aux nos odeurs, de la façon qu'on va tout imprégner notre station d'odeur, puis de bien faire la ligne d'odeur. Puis, tu sais, si on veut la rendre 100 fois plus efficace, on peut aller jusqu'à regarder le vent, Oui. puis travailler tout le temps perpendiculairement au vent. Fait que, tu sais, si par exemple, on voyage de l'est à l'ouest, puis que le vent est sud, bien, on va être certain que tout le long de la ligne d'odeur, si on fait un 150, 200, 300 mètres, toute cette ligne-là va aller se porter complètement Oui. sur le territoire dans la C'est montagne. facile à comprendre. Là. On prend des particules olfactives, on laisse le vent les transporter, puis on va balayer une grande partie de forêt. J'intéresse des animaux qui vont monter. Mon mâle va monter sur « Oups, il y a de l'odeur de phéromones ». Puis là, il va venir confirmer une concentration Exactement. qui, pour lui, donne le message « Oh, il y a vraiment une femelle proche. Et là, Moi, et j'attends où? là. » Puis souvent, Martin, ce qui arrive, c'est qu'on a eu l'expérience, on a eu des centaines de témoignages de ça, que quand que la concentration est là, ils vont se coucher là la nuit, puis le lendemain matin, quand vous allez arriver, ils vont probablement être là, mais là, il faut faire attention, il faut arriver à clarté et être vigilant. Position de tir idéale avec une belle ligne d'odeur. Hey, merci. On le répète souvent, mais je vais te le faire répéter encore des années. Parce qu'on dirait qu'à toutes les saisons de chasse, il faut se le refaire dire. Puis c'est Absolument. là pour ça, Steph, je te remercie. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris des notes. Pour attirer un gros mâle mature, ça devient super intéressant de travailler avec les lignes d'odeur. Vous savez, je me sers souvent aussi de mon sentier chasse-pêche comme guide à ce niveau-là. Et justement, je tombe sur un article de Paul-André Hould qui me parle des appels qui sont spécifiques. On lui dit « appel irrésistible pour gros bocs de novembre ». Ça m'intéresse de lire cet article-là, c'est sûr et certain. On parle de vocalises peu connues. Évidemment, beaucoup de biologistes qui se sont, pendant des années, arrêtés à comprendre le langage de l'orignal. Et beaucoup de calls, beaucoup d'appels ont été développés là-dessus. Mais on laisse souvent de côté l'appel du chevreuil qui pourtant utilise les vocalises beaucoup pour se localiser et surtout pour s'accoupler dans le temps du rut, évidemment. Donc, on s'arrête un peu à ces vocalises-là et on parle justement d'utiliser des choses peu communes, de varier son vocabulaire et non pas juste utiliser le grunt call ou encore de faire le rattling. On nous parle évidemment de changement de tonalité en termes de décibels et en termes de hertz. Bref, beaucoup de bons trucs. Il y a aussi un complément vidéo sur le site, sur cet article-là. Vous n'avez pas la revue Sentier? Petit truc, inscrivez-vous du côté de Mentorat Chasse-Pêche à la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Vous êtes automatiquement inscrit pendant 1 an de manière électronique. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Suzanne, l'univers des conifères ou des bois mous, c'est un univers qui est assez large. Souvent, tout le monde réfère au sapin ou à l'épinette, c'est l'aiguille, ça ne tombe pas l'hiver, ça reste là. Les gens ont pas mal ça dans la tête. Mais il y en est tout autrement pour certaines espèces. Puis aujourd'hui, tu m'en présentes une qui a une valeur commerciale et historique assez peu commune. Oui, on va parler du thuya occidental, donc on appelle communément aussi le cèdre blanc. Eh oui. Donc, c'est un petit arbre, mais qui peut atteindre 15 à 20 mètres de haut. Quand même, c'est quand même... Ces taxonomistes-là ont des définitions de petits qui ne sont pas les mêmes que moi. 15-20 mètres, ça commence à être gros. Ça commence à être d'une belle hauteur Ben quand oui. même. Alors, à l'arrière de nous, d'ailleurs, on voit ces magnifiques cèdres qui ont Oui. quand même un très beau port. Alors, c'est un conifère, donc ce n'est pas des aiguilles à proprement parler. Non. Les rameaux, c'est le feuillage, en fait, du cèdre, c'est plutôt composé, je dirais, c'est du feuillage en forme d'écaille, un rameau qui est aplati, donc dont le dessus est un beau vert tendre. Si on retourne à l'endos, c'est beaucoup plus pâle. Donc, Oui. c'est comme ça qu'on arrive quand même à bien distinguer. Puis on voit vraiment chaque section, là, c'est comme s'il était un peu imbriqué. Donc, Oui, c'est vraiment vraiment une succession de petites feuilles. Là, Oui. ouais. comme une dans l'autre. Donc, ça porte aussi les petits fruits qui viennent à maturité puis sont un petit peu brunants. C'est de petits cônes. À référence, les fruits du genévrier avec lesquels on fait certaines substances Exactement. commerciales aussi. Mais on très n'utilise appréciées. pas les fruits, les cônes du sel. Par contre, tu as
mentionné un point que je trouve très intéressant. Tu me parlais un peu du côté historique Oui, de la oui. plante. Donc, si on se réfère aux années 1535, lors du deuxième voyage de Jacques Cartier avec son équipage, ils sont arrivés à Stadacona à l'hiver, puis il y avait quand même une grosse épidémie de scorbut. Oui, à Alors, l'époque. presque tout son équipage a été décimé. Et il y a des Amérindiens qui ont rencontré Jacques Cartier, puis ont fait connaître une plante qu'ils nomment l'Aneda. L'Aneda, c'est le cèdre blanc. OK. Donc, avant qu'on en découvre, en fait, l'origine, il s'est passé quand même plusieurs années avant qu'on puisse découvrir que c'était avec cette plante-là que les gens avaient été soignés, que le reste de l'équipage avait été soigné. Donc, on utilisait justement le feuillage OK. et l'écorce de thuya qui est écrasée et pilée pour en faire, en fait, une tisane qui est très riche en vitamine C. Donc, on sait que pour Je combattre... n'avais absolument aucune idée que le cèdre était riche en vitamine C. Oui. Les enfants, on ne mange pas ça directement, par exemple. Ça a un petit goût particulier. Mais riche en vitamine C, bien, c'est génial. Puis ce sont des faits que l'histoire nous apprenne comme ça, qui souvent nous avance sur la connaissance de nos arbres. On le connaît, le cèdre, comme étant robuste, rigide. On l'utilise comme piquet, par exemple, depuis, écoute, depuis très longtemps sur le tour des fermes. Puis les vieux piquets sont encore là, puis sont encore... Nos perches de cèdre, nos Ben oui, mais fameuses c'est dû perches à de quoi? cèdre. Qu'est-ce qu'il y a dans le cèdre qui fait que ça dure longtemps Écoute, comme ça? il y a quand même des huiles essentielles à l'intérieur qui permettent de protéger le bois contre les invasions d'insectes. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait nos fameuses armoires de cèdre pour conserver le linge. Ben oui. Donc, c'est à la fois désodorisant, anti-mite, anti-insecte. C'est un bois qui est à la fois léger, d'une grande robustesse, qui maintenant est fort utilisé pour l'embellissement de très belles maisons. Donc, ça donne un cachet aussi. Donc, les accents de bois sont Oui, souvent en oui. cèdre parce que c'est un bois qui est maintenant... On ne dit pas que c'est un bois noble comme un bois franc, par exemple, mais c'est un bois qui a fait son entrée dans la noblesse de la décoration, ainsi que dans la nutrition au niveau de la vitamine C. Oui. Au niveau de la répartition géographique, on en a beaucoup au Québec du cèdre. On On en en a a, puis on en a énormément. des beaux, des gros spécimens. C'est Mais, originaire, en fait, du nord-est de l'Amérique du Nord. Et puis, bien, ça s'étend quand même au niveau du sud-est du Manitoba, jusqu'à l'île d'Anticosti, jusqu'à l'ouest de la Nouvelle-Écosse. On en a aussi répartis un peu dans les Appalaches. Donc, c'est quand même une plante qui est bien implantée, même dans les endroits qui ne font pas vraiment concurrence aux autres arbres, même dans les falaises. Alors, on en trouve dans les endroits surtout marécageux, où il y a quand même une bonne circulation mais d'eau. si je ne me trompe pas, il est capable de s'adapter et de faire Ah, avec oui. à peu près n'importe quel Très style de sol. résistant, Très très résistant. Sa répartition géographique est quand même large. Oui. Il y a des climats marins salins, il y a des climats presque de sécheresse là-dedans. Puis tu vois, le cèdre, le thuya évolue là-dedans sans aucun problème. Pas étonnant qu'on se ramasse à l'avoir comme structure souvent pour le faire durer des années. Écoute, encore toute de l'information qui est géniale. Alors nous, on va aller prendre notre dose de vitamine C. Mais pas dans le cèdre. Moi, je t'invite à me revenir dans une prochaine chronique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Toutes les semaines, je trouve que ça passe vite. C'est déjà le temps de se quitter. J'ai un gagnant à faire avant. Vous savez, les concours qu'on place sur Facebook, eh bien, ce soir, on fait un gagnant pour le DVD Chasse Québec. Benoît Letarte qui était venu nous le remettre en main propre dans l'émission. Je demandais aux gens de le relève de me parler du premier gibier qu'ils envisageaient chasser pour leur première chasse. Et c'est Sylvie Moras qui le remporte, qui cette année, malheureusement, est revenue bredouille avec son fils de 12 ans et qui nous dit peut-être que ce sera un bon outil pour moi pour avancer mes techniques, avancer mes connaissances. Bien, c'est fait. C'est vous qui gagnez. DVD de Chasse Québec, très bon outil d'apprentissage et merci d'avoir participé. Et dans le même sens, je vous dis, vous êtes nombreux à nous écrire, à nous poser des questions. Aussi compliquées peuvent-elles vous paraître parfois, envoyez-nous-les les questions. Si ce n'est pas moi personnellement qui vous répond, on va trouver un expert en la matière pour répondre adéquatement à votre question. J'adore lire ces questions-là. Il y a plusieurs de ces questions-là qui me font apprendre des nouvelles choses à moi. Donc venez nous voir. Évidemment, le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Envoyez-nous vos questions. Vos commentaires sont les bienvenus. Si vous voulez revoir cette émission, ainsi que toutes celles de la série Un an en arrière, rendez-vous sur télé-mag.tv. Vous pouvez les voir en intégralité. Ne vous gênez pas. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Pour attirer un mâle adulte, un bal batture. Aujourd'hui, à Loisirs Chasse et Pêche, je vous parle de la biologie de... Non, on s'en va se baigner.
Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par les Amants de la nature, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.